Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, alors je vais parler d'humains, je vais parler d'artistes et des habitants de ce territoire. En fait, ce qui est très amusant, c'est que Alain, tout à l'heure, a parlé d'Alan Stivell. Ce qui est très drôle, c'est que moi, j'étais sur scène, quand le concert qu'il a vu, j'étais sur scène dans un chœur amateur, un chœur qui avait été constitué sur le pays de l'Orient. Et sur cette scène-là, c'était incroyable de chanter cette symphonie celtique. Il y avait sur scène une sorte de métissage, puisque le groupe constitué autour d'Alan, à l'époque, il y avait un malgache, il y avait un normand, il y avait un azérien, qui était donc limite. Il y avait 2 musiciens tchèques, et je crois que j'en oublie pas. Et puis autour de ça, il y avait un orchestre symphonique constitué du pays de l'Orient, et puis il y avait des amateurs qui venaient des écoles, des environs, etc. Et je dois dire que ça, c'est un grand moment dans ma vie, parce que c'est vraiment la musique capable, à ce moment-là, de réveiller un sentiment breton, un sentiment de bretonitude, je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, quelque chose qui vous prend aux tripes. Et je crois que vraiment, là, dans ce genre de contexte, la musique a un pouvoir très fort, et il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir aussi de se rassembler autour de projets comme ça, très forts et très... où on peut se retrouver vraiment. Et Alan Stivell, ça fait partie des personnes qui se sont battues aussi pour cette identité bretonne. C'était dans les années 90, au moment où il y avait cette vague celte qui refaisait surface, qui est un phénomène qui avait été observé au niveau national, et vague dans laquelle se sont engouffrés après tout un tas de groupes grâce auxquels la musique bretonne a pu revivre. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Et je vais encore parler d'artistes parce que je voulais vous faire part d'une expérience personnelle aussi, dans une vie pas si lointaine, un peu moins que là. J'ai eu l'occasion d'être bénévole pendant 10 ans d'un festival en milieu rural. Et notre tête d'affiche lors de la 2e édition, c'était un merveilleux agitateur, un batteur, un accordéoniste aussi. Il s'appelle Bernard Lubat. Il fut longtemps compagnon de scène de Claude Nougaro, entre autres. Il a écrit un festival de jazz à Uzès, mais peut-être que je vous en ai déjà parlé, j'espère que non. En tout cas, un petit village de Gascogne, de sa Gascogne natale. Et il se définit lui-même comme un œuvrier. C'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les mots. Et lors de cette 2e édition, le dimanche à la fin de l'édition, il nous a fait un beau compliment. Il nous a dit « Il faudrait moins de festivals massifiants et plus de festivals comme le vôtre ». Alors je repense souvent à ce commentaire « Moins de massifiants, plus de signifiants ». Oui, parce que c'est vrai que face au défi de l'accessibilité, on en a beaucoup parlé, au sentiment de relégation, d'isolement qu'on peut avoir parfois, la culture agit, elle relie au monde et elle rapproche, elle rend possible les choses. Face à une globalisation, un consumérisme effréné, la culture permet de se recentrer soi-même par rapport à ses priorités, par rapport à sa famille, par rapport à son cercle d'amis. On peut faire un cercle autour de ça, au lieu de se perdre et de se diluer. Face à l'ignorance, face aux peurs, évidemment, la culture agit, mieux connaître l'autre. Face au décrochage aussi, et à commencer par le décrochage scolaire, on peut vraiment agir sur la remotivation, donner un horizon, en particulier à des jeunes en quête d'un sens à leur vie, en recherche d'émotions, de repères, de passions. Évidemment, les dérives sectaires, le radicalisme, l'extrémisme, tout ça n'arrive pas par hasard. Et comme dit la chanson, nous sommes juste une foule sentimentale qui a soif d'idéal. C'est de qui ? Voilà, Souchon. Bravo. Enfin, face au populisme, il y a l'éducation populaire, avec laquelle il est urgent de renouer, voire même de se réconcilier. Populaire, pour moi, c'est un très beau mot. Bien sûr, c'est désormais une évidence de parler de l'attractivité de la culture pour un territoire. On a beaucoup parlé d'attractivité. Attractivité, c'est un mot qui, à force de l'utiliser, il va être usé bientôt. Mais en tout cas, il est vrai que le dynamisme culturel de la Bretagne n'est pas une légende et que nous le devons justement à un tissu associatif particulièrement dense et à une tradition et un intérêt à défendre les langues régionales et tout ce terreau militant qui fait l'histoire de la Bretagne. La culture, c'est souvent faite en réaction, dans un réflexe de défense. Et la culture bretonne en particulier a dû se défendre. J'ai parlé d'Alan Stivell tout à l'heure, il n'est pas le seul. Mais à cet atavisme s'ajoute aussi une forte volonté politique, bien sûr, la nôtre, en sacralisant par exemple le budget culturel, conscient que nous sommes de l'énorme enjeu en termes de cohésion sociale. Alors, l'attractivité pour le tourisme, l'attrait plutôt pour le tourisme, pour le développement économique, pour l'implantation d'une entreprise ou de professions médicales en milieu rural, etc., etc.
Pour autant, attirer n'est pas tout. Il nous faut ensuite donner envie de revenir ou de rester, de vivre et de travailler au pays. C'est là que la culture ne peut pas agir seule et que nous avons besoin de complémentarité avec le transport, évidemment, le numérique, la formation. À Uzeste, en Gascogne, mais aussi à Mélionec, en Centre-Bretagne, la culture a été et demeure un gisement précieux, capable de réouvrir une école, une boulangerie, qui sont des signes tangibles de l'activité humaine qui reprend là où parfois on la croyait moribonde. Tous les cafés ne ferment pas. Mais au-delà de la tentation de la culture utilitaire, au service, ça et là, d'un développement du territoire, au-delà des retombées économiques, des chiffres d'affaires, des taux de remplissage, des jauges. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que la culture se croit toujours obligée de se justifier en disant qu'elle apporte de la plus-value commerciale, qu'elle participe au PIB, etc. Mais au-delà de ça, toutes ces évaluations quantitatives, on voit bien que ce qui marche, au fond, c'est la relation à l'autre. C'est la capacité d'enchanter son quotidien en vivant des expériences avec les autres. Les bénévoles, eux, connaissent fort bien la valeur de cette richesse. Pourquoi croyez-vous que des bénévoles, année après année, viennent s'embêter à porter des caisses, faire la plonge dans des festivals des heures durant, sans aucun retour que la reconnaissance, sans aucun retour que le lien qu'ils peuvent tisser avec les autres. C'est justement cette richesse-là dont nous sommes forts. Alors, quelle que soit sa position géographique ou sa position sociale, chaque citoyen doit s'approprier son espace de liberté et de création. Mais il faut pour cela lui en donner les moyens, et au préalable, lui en donner l'envie même. Ce qui renvoie encore et toujours à l'éducation, la formation, non seulement des personnes, mais des accompagnants, des formateurs eux-mêmes. C'est pour cela que je terminerai ce qui me semble dès aujourd'hui un enjeu crucial pour la Bretagne, celui des droits culturels. La région Bretagne a entamé ce chantier dans la suite de la loi NOTRe et son article 103 qui inscrit ce droit fondamental de chaque personne à participer activement à la vie culturelle, bien au-delà de son statut de public. C'est l'affirmation de l'égale dignité des cultures, idée fondamentale martelée sans relâche par notre vice-président. Les droits culturels, c'est un sujet passionnant qui mérite à lui seul un vaste débat. Mais on retiendra ce grand principe, salvateur pour la démocratie, salvateur pour la République, qui est de rendre les citoyens acteurs plus que consommateurs. On l'a déjà beaucoup dit dans d'autres domaines, c'est encore plus valable pour la culture. Faire avec plutôt que de faire pour, de quelque chose qui part de l'individu pour aller au collectif. La question des droits culturels donne en effet une nouvelle grille de lecture qui élargit la notion de culture, ce qui certainement peut ébranler nos certitudes, nous obliger à revoir nos critères, à faire confiance, à nous remettre en question, à écouter l'autre surtout. Ce que nous avons déjà commencé à faire, la culture, car je dois dire que nous n'avons pas attendu la Brescop pour nous intéresser au sujet, et que nous avons depuis des années, en dehors de la question des droits culturels, nous avons cette habitude de travailler ensemble, des musiciens, des artistes, des danseurs, des comédiens ne seraient rien sans l'autre, ils sont forcément obligés de travailler ensemble, il n'y a pas de pratique individualiste en la matière. Donc ce que nous avons déjà commencé à faire, nous devons le poursuivre. Nous avons tout à y gagner pour un développement durable de l'humain. Je continue à dire que développement et durable, ça marche bien ensemble. Alors, cette question des droits culturels, effectivement, c'est une grosse remise en question de peut-être la gouvernance, de la programmation, des choix culturels qu'on peut faire. Ça peut effrayer. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut se parler franchement. Et puisqu'on est au Quartz, je voudrais dire, donc je pense qu'il n'y a personne de l'équipe du Quartz ici à cette heure-là, mais je ne voudrais pas qu'ils croient qu'on va faire un coup d'État et qu'on va liquider toutes les scènes nationales. Mais c'est plutôt, l'idée c'est de ne pas opposer démocratisation à démocratie, mais c'est plutôt se dire que les deux peuvent travailler ensemble, les deux peuvent se compléter, et qu'il faut aussi plein de petits lieux, des tiers-lieux, des cafés-librairies, des cafés associatifs, qui donnent l'occasion aux habitants de créer des projets ensemble. Voilà, je pense que c'est vraiment par un petit maillage comme ça sur le territoire de plein de petits lieux. C'est à nous de regarder dans les communes autour de nous ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut dégager comme un bâtiment abandonné qui peut servir à un lieu d'expression pour les habitants qui ne demandent que ça parfois. Un espace où on se rencontre, où on partage la convivialité et si possible un peu de culture. Voilà, je vous remercie.